Sous le soleil de Satan, par Georges Bernanos, tome 1. À Robert Valéry Radot, qui lut le premier ce livre, et l'aima. Georges Bernanos. Sous le soleil de Satan, histoire de mouchette, chapitre 1. Voici l'heure du soir qu'Emma Pégitoulet. Voici l'horizon qui se défait, un grand nuage d'ivoire au couchant, et du zénith au sol, le ciel crépusculaire, la solitude immense, déjà glacée, plein d'un silence liquide. Voici l'heure du poète qui distillait la vie dans son cœur pour en extraire l'essence secrète, embaumée, empoisonnée. Déjà la troupe humaine remue dans l'ombre, aux 1000 bras, aux 1000 bouches. Déjà le boulevard déferle et resplendit. Et lui, accoudé à la table de marbre, regardait monter la nuit, comme un lys. Voici l'heure où commence l'histoire de Germaine Malorty, du bourg de Terninck en Artois. Son père était un de ces Malorty du Boulonnais qui sont une dynastie de meuniers et de minotiers, tous gens de même farine, à faire d'un sac de blé bonne mesure, mais large en affaires et bien vivant. Malorty le père vint le premier s'établir à Campagne, s'y maria, et, laissant le blé pour l'orge, fit de la politique et de la bière, l'une et l'autre assez mauvaises. Les minotiers de Deuvre et de Marquise le tinrent dès lors pour un fou dangereux, qui finirait sur la paille, après avoir déshonoré des commerçants qui n'avaient jamais rien demandé à personne qu'un honnête profit. « Nous sommes libéraux de père en fils », disait-il, voulant exprimer par là qu'il restait des négociants irréprochables. Car le doctrinaire en révolte, dont le temps s'amuse avec une profonde ironie, ne fait souche que de gens paisibles. La postérité spirituelle de Blanqui a peuplé l'enregistrement, et les sacristies sont encombrées de celles de Lamennais. Le village de campagne a 2 seigneurs. L'officier de santé Gallet, nourri du bréviaire Raspail, député de l'arrondissement. Des hauteurs où son destin l'a placé, il contemple avec mélancolie le paradis perdu de la vie bourgeoise, sa petite ville obscure, et le salon familial de Repsvert où son néant s'est enflé. Il croit honnêtement mettre en péril l'ordre social et la propriété. Il le déplore et, se taisant ou s'abstenant toujours, il espère ainsi prolonger leur chère agonie. « On ne me rend pas justice », s'est écrié un jour ce fantôme, avec une sincérité poignante. « Voyons, j'ai une conscience !» Dans le même temps, Monsieur le marquis de Cadignan menait au même lieu la vie d'un roi sans royaume. Tenu au courant des grandes affaires par les mondanités du Gaulois et la chronique politique de la Revue des 2 mondes, il nourrissait encore l'ambition de restaurer en France le sport oublié de la chasse au vol. Malheureusement, les problématiques faucons de Norvège, achetés à grands frais, de race illustre, ayant trompé son espoir et pillé ses gardes-manger, il avait tordu le cou à tous ses chevaliers teutoniques et dressait plus modestement des émouchets au vol de l'alouette et de la pie. Entre-temps, il courait les filles, on le disait au moins, la malignité publique devant se contenter de médisances et de menus propos, car le bonhomme braconnait pour son compte, muet sur la voie comme un loup. Chapitre 2. Malorty le père eut de sa femme une fille, qu'il voulut d'abord appeler Lucrèce, par dévotion républicaine. Le maître d'école, tenant de bonne foi la vertueuse dame pour la mère des Graches, fit là-dessus un petit discours, et rappela que Victor Hugo avait célébré avant lui cette grande mémoire. Les registres de l'état civil s'ornèrent donc pour une fois de ce nom glorieux. Malheureusement, le curé, pris de scrupules, parla d'attendre un avis de l'archevêque, et bon gré mal gré, le fougueux brasseur dut souffrir que sa fille fût baptisée sous le nom de Germaine. « Je n'aurais pas cédé pour un garçon, dit-il, mais pour une demoiselle. » La demoiselle atteignit 16 ans. Un soir, Germaine entra dans la salle à l'heure du souper, portant un seau plein de lait frais. À 2 pas du seuil, elle s'arrêta net, fléchit sur ses jambes et pâlit. « Mon Dieu !» s'écria Malorty. « La petite tombe faible !» La pauvrette appuya ses 2 mains sur son ventre et fondit en larmes. Le regard aigu de la mère Malorty rencontra celui de sa fille.
Laisse-nous un moment, papa, dit-elle. Comme il arrive après 1000 soupçons confus, à peine avoués, l'évidence éclatait tout à coup, faisait explosion. Prières, menaces et les coups même ne purent tirer de la fille obstinée autre chose que des larmes d'enfant. La plus bornée manifeste en de telles crises un sang-froid lucide qui n'est sans doute que le sublime de l'instinct. Où l'homme s'embarrasse, elle se tait. En surexcitant la curiosité, elle sait bien qu'elle désarme la colère. 8 jours plus tard, cependant, Malorty dit à sa femme entre 2 bouffées de sa bonne pipe. « J'irai demain chez le marquis, j'ai mon idée, je me doute de tout. »« Chez le marquis » fit-elle. « Antoine, l'orgueil te perdra. Tu ne sais rien de sûr, tu vas te faire moquer. »« On verra, » répondit le bonhomme. « Il est 10 heures, couche-toi. » Mais quand il fut assis, le lendemain, au fond d'un grand fauteuil de cuir et dans l'antichambre de son redoutable adversaire, il mesura d'un coup son imprudence. La colère tombée. « J'irai trop loin, » se dit-il. Car il s'était cru capable de traiter cette affaire comme beaucoup d'autres, en paysans finaux, sans amour-propre. Pour la première fois, la passion parlait plus haut, et dans une langue inconnue. Jacques de Cadignan avait alors atteint son 9e lustre. De taille médiocre et déjà épaissi par l'âge, il portait en toute saison un habit de velours brun qui l'alourdissait encore. Tel quel, il charmait cependant, par une espèce de bonne grâce et de politesse rustique dont il usait avec un surgénie. Comme beaucoup de ceux qui vivent dans l'obsession du plaisir et dans la présence réelle ou imaginaire du compagnon féminin, quelque soin qu'il prit de paraître brusque, volontaire et même un peu rude, il se trahissait en parlant. Sa voix était la plus riche et nuancée, avec des éclats d'enfant gâtés, pressantes et tendres, secrètes. Et il avait aussi, d'une mère irlandaise, des yeux pâles, d'une limpidité sans profondeur, plein d'une lumière glacée. « Bonsoir, Malorty, dit-il. Asseyez-vous. » Malorty s'était levé, en effet. Il avait préparé son petit discours et s'étonnait de n'en plus retrouver un mot. D'abord, il parla comme en rêve, attendant que la colère le délivrât. « Monsieur le marquis, fit-il, il s'agit de notre fille. »« Ah !» dit l'autre. « Je viens vous parler d'homme à homme. Depuis 5 jours qu'on s'est aperçu de la chose, j'ai réfléchi. J'ai pesé le pour et le contre. Il n'est que de parler pour s'entendre et j'aime mieux vous voir avant d'aller plus loin. On n'est pas des sauvages, après tout, non ?»« Allez où ?» demanda le marquis. Puis il ajouta tranquillement, du même ton, « Je ne me moque pas de vous, Malorty, mais, nom d'une pipe, vous me proposez une charade ? Nous sommes, vous et moi, trop grands garçons pour ruser et tourner autour du pot. Voulez-vous que je parle à votre place ? Eh bien, la petite est enceinte et vous cherchez au petit-fils un papa, ai-je bien dit ? L'enfant êtes-vous ? S'écria le brasseur sans plus tarder. Le calme du gros homme lui faisait froid dans le dos. Des arguments qu'il avait repassés un par un, irréfutables. Il n'en trouvait pas qui lui osait seulement proposer. Dans sa cervelle, l'évidence se dissipait comme une fumée. « Ne plaisantons pas, reprit le marquis. Je ne vous ferai pas d'impolitesse avant d'avoir entendu vos raisons. Nous nous connaissons, Malorty. Vous savez que je ne crache pas sur les filles. J'ai eu mes petites aventures comme tout le monde, mais, foi d'honnête homme, il ne se fait pas un enfant dans le pays sans que vos sacrés commères ne me cherchent des si et des mais, des il paraît et des peut-être. Nous ne sommes plus autant des seigneurs. Le bien que je prends, on me l'a librement laissé prendre. La République est pour tous, 1000 noms d'un chien. La République, pensait le brasseur stupéfait. Il prenait cette profession de foi pour une bravade, bien que le marquis parlât sans phare, et qu'en vrai paysan il se sentit porté vers un gouvernement qui préside au concours agricole et prime les animaux gras. Les idées du châtelain de campagne sur la politique et l'histoire étant d'ailleurs, à peu de choses près, celles du dernier de ses métayers. « Alors » fit Malorty, attendant toujours un oui ou un non. « Alors, je vous pardonne de vous être laissé, comme on dit, monter le coup. Vous, votre satané député, enfin, tous les mauvais gars du pays m'ont fait une réputation de barbe bleue. Le marquis par-ci, le marquis par-là, les droits féodaux, des bêtises. Tout marquis que je suis, j'ai droit à la justice, je pense, non ? Voulez-vous être juste, Malorty, et loyal ?
Dites-moi franchement quel est l'imbécile qui vous a conseillé de venir ici, chez moi, pour me raconter une histoire désagréable et m'accuser par-dessus le marché. Il y a une femme là-dessous, hein? Ah, les garces! Il riait maintenant, d'un bon rire large, d'un rire de cabaret. Pour un peu, le brasseur eut ri à son tour comme après un marché longtemps débattu, et dit « Top là, monsieur le marquis, allons boire !» car le français n'est cordial. « Voyons, monsieur Cadignan, soupira-t-il, que je n'aurai pas d'autres preuves, tout le pays sait que vous faisiez la cour à la petite et depuis longtemps. Tenez, il y a un mois encore, passant le chemin de Whale, je vous ai vus tous les deux au coin de la pâture Leclerc, là, assis, au bord du fossé, côte à côte. Je me disais, oh, c'est un peu de coquetterie, ça passera. Et puis elle s'était promise au gars Raveau. Elle a tant d'amour-propre. Enfin, le mal est fait, un homme riche comme vous, un noble, ça ne badine pas sur la question de l'honneur. Bien entendu, je ne vous demande pas de l'épouser, je ne suis pas si bête. Il ne faut pas non plus nous traiter comme des gens de rien, prendre votre plaisir et nous planter là pour faire rire de nous. » En prononçant ces derniers mots, il avait repris, sans y penser, le ton habituel aux paysans qui transigent, et parlait avec une insinuante bonhomie, un peu géniarde. « Il n'ose pas nier, se disait-il. Il a une offre à faire, et il la fera. » Mais son dangereux adversaire le laissait parler dans le vide. Le silence se prolongea 1 minute ou 2, pendant lesquelles on n'entendit plus qu'un tintement d'enclume au loin. C'était un bel après-midi d'août qui siffle et bourdonne. « Eh bien, dit enfin le marquis. Pendant ce court répit, le brasseur avait rassemblé ses forces. Il répondit « À vous de proposer, monsieur. » Mais l'autre suivait son idée. Il demanda « Ce Raveau, l'a-t-elle revu depuis longtemps ?»« Est-ce que je sais ? On peut trouver là un indice, répondit paisiblement le marquis. C'est un renseignement intéressant. Mais les papas sont si bêtes. En 2 heures, je vous aurais livré le coupable, moi, pieds et poings liés. Par exemple, s'écria Malorty, foudroyé. Il ne connaissait pas grand-chose à cette forme supérieure de l'aplomb que les beaux esprits nomment cynisme. Mon cher Malorty, continuait l'autre sur le même ton, je n'ai pas de conseil à vous donner. D'ailleurs, dans un mauvais cas, un homme tel que vous n'en reçoit point. Je vous dis simplement ceci. Revenez dans 8 jours. D'ici là, calmez-vous, réfléchissez, n'ébruitez rien, n'accusez personne. Vous pourriez trouver moins patient que moi. Vous n'êtes plus un enfant, que diable. Vous n'avez ni témoin, ni lettre, ni rien. 8 jours. C'est assez pour entendre parler les gens et faire d'une petite chose un grand profit. On voit venir. M'avez-vous compris, Malorty ? Conclut-il d'un ton jovial. Peut-être bien, répondit le brasseur. À ce moment, le tentateur hésita. Une seconde, sa voix avait fléchi. Il voudrait que je vide mon sac, pensa Malorty. Attention. Ce signe de faiblesse lui rendit courage. Et d'ailleurs, il s'enivrait à mesure de sentir monter sa colère. Renseignez-vous, dit encore Cadignan, et laissez la petite fille en paix. Au surplus, vous n'en tirerez rien. Ce joli gibier-là, voyez-vous, c'est comme un râle de genêt dans la luzerne, ça vous piète sous le nez du meilleur chien, ça rendrait fou un vieil épagnol. C'est ce que je voulais dire, justement, déclara Malorty, en appuyant chaque mot d'un hochement de tête. J'ai fait ce que j'ai pu, moi. J'attendrai bien 8 jours, 15 jours, autant qu'on voudra. Malorty ne doit rien à personne. Et si la fille tourne mal, elle en aura tout le reproche. Elle est assez grande pour fauter, elle peut aussi bien se défendre. Allons, 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 pas de parole en l'air, s'écria le marquis. Mais l'autre n'hésita plus. Il croyait faire peur. On ne se débarrasse pas d'une jolie fille aussi aisément que d'un vieux bonhomme, monsieur Cadignan. Tout le monde sait ça. Vous êtes bien connu, voyez-vous. Et elle vous dira elle-même son fait, 1000 diables. Les yeux dans les yeux, en public, car elle a du sang sous les ongles, la petite. Au pis-aller, nous aurons les rieurs pour nous. Je voudrais voir ça, ma foi, dit l'autre. Vous le verrez, jura Malorty. Allez lui demander, s'écria Cadignan. Allez le lui demander vous-même, l'ami. Le brasseur revit un instant le pâle visage résolu, indéchiffrable, et cette bouche si fière qui, depuis 8 jours, refusait son secret. Alors il s'écria « Malin des malins ! Elle a tout dit à son père !» Et il recula de 2 pas. Le regard du marquis hésita une seconde, le toisa de la tête aux pieds,
puis tout à coup se durcit. Le bleu pâle des prunelles verdit. À ce moment, Germaine eût pu y lire son destin. Il alla jusqu'à la fenêtre, la ferma, revint vers la table, toujours silencieux. Puis il secoua ses fortes épaules, s'approcha de son visiteur à le toucher, et dit seulement « Jure-le, Malorty. »« C'est juré, » répondit le brasseur. Ce mensonge lui parut sur-le-champ une ruse honnête. De plus, il eût été bien embarrassé de se dédire. Une idée seulement traversa toutefois sa cervelle, mais qu'il ne put fixer, et dont il ne sentit que l'angoisse. Entre deux routes offertes, il eut cette impression vague d'avoir choisi la mauvaise et de s'y être engagé à fond, irréparablement. Il s'attendait à un éclat, il l'eût souhaité. Cependant, le marquis dit avec calme « Allez-vous-en, Malorty. Mieux vaut s'en tenir là pour aujourd'hui. Vous, dans un sens, moi, dans l'autre, nous sommes dupes d'une petite gueuse qui mentait avant de savoir parler. Attention! Les gens qui vous conseillent sont peut-être assez malins pour vous éviter 2 ou 3 bêtises, dont la plus grosse serait de vouloir m'intimider. Qu'on pense de moi ce qu'on voudra. Je m'en fiche. En somme, les tribunaux ne sont pas faits pour les chiens. Si le cœur vous en dit, bien le bonjour. Qui vivra verra, répondit noblement le brasseur. Et comme il méditait une autre réponse, il se retrouva dehors, seul et quinaud. Ce diable d'homme, dit-il plus tard, il donnerait de la drèche pour de l'orge, qu'on lui dirait encore merci. Il repassait en marchant tous les détails de la scène, se composant à mesure, comme il est d'usage, un rôle avantageux. Mais quoi qu'il fît, son bon sens devait convenir d'un fait accablant pour son amour-propre. Cette entrevue de puissance à puissance, dont il espérait tant, n'avait rien conclu. Les dernières paroles de Cadignan, toutes pleines d'un sens mystérieux, ne cessaient pas non plus de l'inquiéter pour l'avenir. Vous, dans un sens, moi, dans l'autre, nous avons été gentiment dupés. Il semblait que cette petite fille les eût renvoyés dos à dos. Levant les yeux, il vit dans les arbres sa belle maison de briques rouges, les bégonias de la pelouse, la fumée de la brasserie verticale dans l'air du soir, et ne se sentit plus malheureux. « J'aurai ma revanche, » murmurait-il. « L'année sera bonne. » Depuis 20 ans, il avait fait ce rêve d'être un jour le rival du châtelain. Il l'était. Incapable d'une idée générale, mais doué d'un sens aigu des valeurs réelles, il ne doutait plus d'être le premier dans sa petite ville, d'appartenir à la race des maîtres, dont les lois et les usages de chaque siècle reflètent l'image et la ressemblance. Demi-commerçant, demi-rentier, possesseur d'un moteur à gaz pauvre, symbole de la science et du progrès moderne, également supérieur aux paysans titrés et aux médecins politiques qui n'est qu'un bourgeois déclassé. Il décida d'envoyer sa fille à Amiens pour y faire ses couches. Faute de mieux, il était au moins sûr de la discrétion du marquis. Et d'ailleurs, les notaires de Vadicourt et de Salins ne faisaient plus mystère de la vente prochaine du château. L'ambitieux brasseur escomptait cette revanche. Il ne rêvait pas mieux, n'ayant pas assez d'imagination pour souhaiter la mort d'un rival. Il était de ces bonnes gens qui savent porter la haine, mais que la haine ne porte pas. C'était au mois de juin. Au mois de juin, un matin si clair et sonore, un clair matin. « Va voir comment nos bêtes ont passé la nuit », avait commandé maman Malorty, car les 6 belles vaches étaient au pré depuis la veille. Toujours Germaine reverrait cette pointe de la forêt de Sauve, la colline bleue et la grande plaine vers la mer, avec le soleil sur les dunes. L'horizon qui déjà s'échauffe et fume, le chemin creux encore plein d'ombre, et les pâtures tout autour, aux pommiers bossus. La lumière aussi fraîche que la rosée. Toujours elle entendra les 6 belles vaches qui s'ébrouent et toussent dans le clair matin. Toujours elle respirera la brume à l'odeur de cannelle et de fumée qui pique la gorge et force à chanter. Toujours elle reverra le chemin creux où l'eau des ornières s'allume au soleil levant. Et plus merveilleuse encore, à la lisière du bois,
entre ses 2 chiens, Roule-à-Mort et Rabat-Joie, son héros, fumant sa pipe de bruyère, dans son habit de velours et ses grosses bottes, comme un roi. Ils s'étaient rencontrés 3 mois plus tôt, sur la route de Dèvres, un dimanche. Ils avaient marché côte à côte, jusqu'à la première maison. Des paroles de son père lui revenaient à mesure en mémoire, et tant de fameux articles du Réveil de l'Artois, scandés de coups de poing sur la table. Le servage, les oubliettes, et encore l'histoire de France illustrée, Louis XI en bonnet pointu. Derrière, un pendu se balance, on voit la grosse tour du Plessis. Elle répondait sans pruderie, la tête bien droite, avec un gentil courage. Mais, au souvenir du brasseur républicain, elle frissonnait tout de même, d'un frisson à fleur de peau, un secret déjà, son secret. À 16 ans, Germaine savait aimer. Non point rêver d'amour, qui n'est qu'un jeu de société, Germaine savait aimer. C'est-à-dire qu'elle nourrissait en elle, comme un beau fruit mûrissant, la curiosité du plaisir et du risque, la confiance intrépide de celles qui jouent toutes leurs chances en un coup, affrontent un monde inconnu, recommencent à chaque génération l'histoire du vieil univers. Cette petite bourgeoise au teint de lait, au regard dormant, aux mains si douces, tirait l'aiguille en silence, attendant le moment d'oser et de vivre. Aussi hardi que possible pour imaginer ou désirer, mais organisant toute chose, son choix fixé, avec un bon sens héroïque. Bel obstacle que l'ignorance. Lorsqu'un sang généreux, à chaque battement du cœur, inspire de tout sacrifier à ce qu'on ne connaît pas. La vieille Malorty, née laide et riche, n'avait jamais espéré pour elle-même d'autre aventure qu'un mariage convenable, qui n'est affaire que de notaire, vertueuse par état, mais elle n'en gardait pas moins le sentiment très vif de l'équilibre instable de toute vie féminine, comme d'un édifice compliqué que le moindre déplacement peut rompre. « Papa, disait-elle au brasseur, il faut de la religion pour notre fille. » Elle eût été bien embarrassée d'en dire plus, sinon qu'elle le sentait bien. Mais Malorty ne se laissait pas convaincre. Qu'a-t-elle besoin d'un curé ? Pour apprendre en confesse tout ce qu'elle ne doit pas savoir. Les prêtres faussent la conscience des enfants, c'est connu. Pour cette raison, il avait défendu qu'elle suivît les cours du catéchisme, et même qu'elle fréquentât l'un quelconque de ces bons dieux-arts qui mettent dans les meilleurs ménages, disait-il, la zizanie. Il parlait aussi, en termes sibyllins, des vices secrets qui ruinent la santé des demoiselles, et dont elles apprennent au couvent la pratique et la théorie. Les nonnes travaillent les filles en faveur du prêtre. C'était une de ses maximes. Elles ruinent d'avance l'autorité du mari, concluait-il en frappant du poing sur la table. Car il n'entendait pas qu'on plaisantât sur le droit conjugal, le seul que certains libérateurs du genre humain veulent absolu. Lorsque Madame Malorty se plaignait encore que leur fille n'eût point d'amis et ne quitta guère le petit jardin aux ifs taillés, funéraires, « Laisse-la en paix !» répondait-il. « Les filles de ce sacré pays sont pleines de malice. Avec son patronage, ses enfants de mari et le reste, le curé les tient 1 heure chaque dimanche. Gare là-dessous. Si tu voulais lui apprendre la vie, tu devais m'obéir et l'envoyer au lycée de Montreuil. Elle aurait son brevet maintenant. Mais à son âge, des amitiés de fillettes, ça ne vaut rien. Je sais ce que je dis. » Ainsi parlait Malorty, sur la foi du député Gallet, que ces délicats problèmes d'éducation féminine ne laissent pas indifférent. Le pauvre petit homme, en effet, nommé jadis médecin du lycée de Montreuil, en savait long sur les demoiselles, et ne le scellait pas. Du point de vue de la science, disait-il parfois, avec le sourire d'un homme revenu de beaucoup d'illusions, plein d'indulgence pour le plaisir d'autrui, et qui ne le recherche plus lui-même. Dans le jardin aux ifs taillés, sous la véranda, toute nue, qui sent le mastic grillé, c'est là qu'elle s'est lassée d'attendre on ne sait quoi, qui ne vient jamais, la petite fille ambitieuse. C'est de là qu'elle est partie, et elle est allée plus loin qu'aux Indes. Heureusement pour Christophe Colomb, la terre est ronde. La caravelle légendaire, à peine eut-elle engagé son entrave, était déjà sur la route du retour. Mais une autre route peut être tentée, droite, inflexible, qui s'écarte toujours et dont nul ne revient. Si Germaine, ou celles qui la suivront demain, pouvaient parler, elle dirait
À quoi bon s'engager une fois dans votre bon chemin qui ne mène nulle part? Que voulez-vous que je fasse d'un univers rond comme une pelote? Tel semblait né pour une vie paisible, qu'un destin tragique attend. Fait surprenant, dit-on, imprévisible. Mais les faits ne sont rien. Le tragique était dans son cœur. Si son amour-propre eût été moins profondément blessé, Malorty se fût décidé sans doute à rendre bon compte à sa femme de sa visite au château. Il pensa mieux faire en dissimulant quelque temps encore son inquiétude et son embarras, dans un silence altier, plein de menaces. D'ailleurs, il voulait sa revanche, et pensait l'obtenir aisément par un coup de théâtre domestique, dont sa fille eût fait les frais. Pour beaucoup de niais vaniteux que la vie déçoit, la famille reste une institution nécessaire, puisqu'elle met à leur disposition, et comme à portée de la main, un petit nombre d'êtres faibles, que le plus lâche peut effrayer. Car l'impuissance aime refléter son néant dans la souffrance d'autrui. C'est pourquoi, sitôt le souper achevé, Malorty, tout à coup, de sa voix de commandement, « Fillette, dit-il, j'ai à te parler. » Germaine leva la tête, reposa lentement son tricot sur la table et attendit. « Tu m'as manqué, » continua-t-il sur le même ton. « Gravement manqué. Une fille qui faute, dans la famille, c'est comme un failli. Tout le monde peut nous montrer deux mains au doigt, nous, des gens sans reproche, qui font honneur à leurs affaires et ne doivent rien à personne. Eh bien, au lieu de nous demander pardon et d'aviser avec nous comme ça se doit, qu'est-ce que tu fais, hein? Tu pleures à t'en faire mourir, tu fais des « oh », tu fais des « ah », voilà pour les jérémiades. Mais pour renseigner ton père et ta mère, rien de fait. Silence et discrétion. Bernique, ça ne durera pas un jour de plus, conclut-il en frappant du poing sur la table. Ou tu sauras comment je m'appelle. Assez pleuré. Peux-tu parler, oui ou non? Je ne demande pas mieux, répondit la pauvrette, pour gagner du temps. La minute qu'elle attendait, en la redoutant, était venue. Elle n'en doutait pas. Et voilà qu'à l'instant décisif, les idées qu'elle avait mûries en silence depuis une semaine se présentaient tout à la fois dans une confusion terrible. « J'ai vu ton amant tout à l'heure, poursuivit-il. De mes yeux vus. Mademoiselle s'offre un marquis. On rougit de la bière du papa. Pauvre innocente, qui se croit déjà dame et châtelaine, avec des comtes et des barons et un page pour lui porter la queue de sa robe. Enfin, nous avons eu un petit mot ensemble, lui et moi. Voyons si nous sommes d'accord. Tu vas me promettre de filer droit et d'obéir les yeux fermés. » Elle pleurait, à petits coups, sans bruit, le regard clair à travers ses larmes. L'humiliation qu'elle avait crainte par avance ne l'effrayait plus. « J'en mourrais de honte, bien sûr, » se répétait-elle la veille encore, attendant d'heure en heure un éclat. Et maintenant, elle cherchait cette honte, et ne la trouvait plus. « M'obéiras-tu » répétait Malorty. « Que voulez-vous que je fasse » fit-elle. Il réfléchit un moment. « Monsieur Gallet sera demain ici. »« Pas demain, » interrompit-elle. « Le jour du franc-marché. Samedi ?» Malorty la contempla une seconde, bouche bée. Je n'y pensais plus, en effet, dit-il. Tu as raison, samedi. » Elle avait fait cette remarque d'une voix nette et posée que son père ne connaissait pas. Au coin du feu, la vieille mère en reçut le choc et gémit. « Samedi. Bon. Je dis samedi, » continua le brasseur, qui perdait le fil de son discours. Gallet, c'est un garçon qui connaît la vie, il a des scrupules et du sentiment. Garde tes larmes pour lui, ma fille. Nous irons le trouver ensemble. Oh non, fit-elle. Parce que les dés étaient jetés, en pleine bataille, elle se sentait libre, si vivante. Ce nom, sur ses lèvres, lui parut aussi doux et aussi amer qu'un premier baiser. C'était son premier défi. Par exemple, tonna le bonhomme. Voyons, Antoine, disait maman Malorty, laisse-lui le temps de respirer. Que veux-tu qu'elle dise à ton député, cette jeunesse? La vérité, sacrebleu, s'écria Malorty. D'abord, mon député est médecin, une. Si l'enfant naît hors mariage,
Nous aurons un mot de lui pour une maison d'Amiens, 2. D'ailleurs, un médecin, c'est l'instruction, c'est la science. Ce n'est pas un homme. C'est le curé du Républicain. Et puis vous me faites rire, vous, avec vos secrets. Crois-tu que le marquis parlera le premier? La petite n'avait pas l'âge à l'époque. C'est peut-être un détournement, ça pourrait le mener loin. On l'y traînera en cour d'assises, tonnerre. Ça garde des grands airs, ça vous prend pour un imbécile. Ça lie l'évidence, ça ment comme ça respire, un marquis en sabots. Malheureuse. Malheureuse, cria-t-il en se retournant vers sa fille. Il a porté la main sur ton père. Il n'avait pas prémédité ce dernier mensonge, qui n'était qu'un trait d'éloquence. Le trait, d'ailleurs, manqua son but. Le cœur de la petite révoltée battit plus fort, moins à la pensée de l'outrage fait à son seigneur maître qu'à l'image entrevue du héros dans sa magnifique colère. Sa main, cette terrible main. Et d'un regard perfide, elle en cherchait la trace sur le visage paternel. « Laisse-moi un moment, dit alors la vieille Malortie. Laisse-moi parler. » Elle prit la tête de sa fille entre ses 2 mains. « Pauvre sotte, fit-elle. À qui veux-tu avouer la vérité? Sinon à ton père et à ta mère. Quand je me suis douté de la chose, il était trop tard, mais depuis... À présent, tu sais ce qu'elles valent, les promesses des hommes. Tous des menteurs, Germaine. La demoiselle Malortie. Fi donc, je ne la connaissais pas. Et tu ne serais pas assez fière pour lui faire rentrer son mensonge dans la gorge. Tu laisseras croire que tu t'es donné à un gars de rien, à un valet, à un cheminot. Allons, avoue-le. Il t'a fait promettre de ne rien dire? Il ne t'épousera pas, ma fille. Veux-tu que je te dise, moi? Son notaire de Montreuil a déjà l'ordre de vente de la ferme, des charmettes, moulins et tout. Le château y passera comme le reste. Un de ces matins, mernique, plus personne. Et pour toi, la risée de chacun. Mais réponds-moi donc, tête de bois, s'écria-t-elle. Plus personne. Des mots entendus. Elle ne retenait que cela. Seule. Abandonnée, découronnée, retombée, seule dans le troupeau commun, repentie. Que craindre au monde, sinon la solitude et l'ennui? Que craindre, sinon cette maison sans joie? Alors, en croisant les mains sur son cœur, elle cherchait naïvement ses jeunes seins, la petite poitrine profonde, déjà blessée. Elle y comprima ses doigts sous l'étoffe légère, jusqu'à ce qu'une nouvelle certitude jaillît de sa douleur, avec un cri de l'instinct. « Maman, maman, j'aime mieux mourir. »« Assez, dit Malortie. Tu choisiras entre lui ou nous. Aussi vrai que je m'appelle Antoine de mon nom, je te donne encore 1 jour. Entends-tu bien? Mauvaise. Pas 1 heure de plus. » Entre elle et son amant, elle voyait ce gros homme furieux, le scandale irréparable, l'affaire conclue, la seule porte refermée sur l'avenir et la joie. Certes, elle avait promis le silence, mais il était aussi sa sauvegarde. Ce gros homme à présent, qu'elle détestait. « Non, non, dit-elle encore. Elle est folle, Seigneur Dieu !» gémissait maman Malortie, en levant les bras au ciel. « Folle alliée !»« Je le deviendrai, bien sûr, reprit Germaine, pleurant plus fort. Pourquoi me faites-vous du mal à la fin? Décidez ce qui vous plaira. Battez-moi, chassez-moi, je me tuerai. Mais je ne vous dirai rien, là, tout de même. Et pour monsieur le marquis, c'est des mensonges. Il ne m'a seulement pas touché. »« Garce, murmura le brasseur entre ses dents. À quoi bon m'interroger, si vous ne voulez pas me croire, répétait-elle d'une voix d'enfant. Elle affrontait son père. Elle le bravait à travers ses larmes. Elle se sentait plus forte de toute sa jeunesse, de toute sa cruelle jeunesse. « Te croire, fit-il. Te croire. Il faut plus malicieuse que toi pour rouler papa lapin. Veux-tu que je te dise? Il a fini par avouer, ton galant. Je lui ai passé une botte à ma façon. Niez si vous voulez, ai-je dit, la petite a tout raconté. »« Maman, bégaya-t-elle, il a osé. » Ses beaux yeux bleus, tout à coup secs et brûlants, devinrent couleur de violette. Son front pâlit, et elle remuait en vain des mots dans sa bouche aride. « Tais-toi, tu vas nous la tuer, répétait la mère Malortie. Misère de nous !» Mais, à défaut de parole,
Les yeux bleus en avaient déjà trop dit. Le brasseur reçut ce regard chargé de mépris, furtif. Tel qui défend ses petits est moins terrible et moins prompte que celle-là qui se voit arracher la chair de sa chair, son amour, cet autre fruit. « Sors d'ici, va-t'en !» bégayait le père outragé. Elle attendit un moment, les yeux baissés, la lèvre tremblante, retenant l'aveu prêt à s'échapper comme une suprême injure. Puis elle ramassa son tricot, l'aiguille et sa pelote, et passa le seuil d'un pas fier, plus rouge qu'une lieuse de gerbes un jour de moisson. Mais, sitôt libre, elle franchit l'escalier en 2 bonds de biche et referma sa porte en coup de vent. Par la fenêtre entr'ouverte, elle pouvait voir au bout de l'allée, entre 2 hortensias, la grille de fonte peinte en blanc qui fermait son petit univers, à la limite d'un champ de poireaux. Par-delà, d'autres maisonnettes de briques, à l'alignement, jusqu'au détour de la route, où fume un mauvais toit de chaume sur 4 murs de torchis tout crevés. Séjour du bonhomme Lugat, dernier mendiant de la commune. Et ce chaume croulant, au milieu des belles tuiles vernies, c'est encore un autre mendiant, un homme libre. Elle s'étendit sur son lit, la joue au creux de l'oreiller. Elle tâchait de rassembler ses idées, de les remettre au net, et n'entendait plus, dans sa cervelle confuse, que le bourdonnement de la colère. Ah, pauvrette, dont le destin se décide sur un lit d'enfant bien clair, qui sent l'encaustique et la toile fraîche. 2 heures, Germaine remua dans sa tête assez de projets pour conquérir le monde, si le monde n'avait déjà son maître, dont les filles n'ont nul souci. Elle gémit, cria, pleura, sans pouvoir changer grand-chose à l'évidence inexorable. Son aventure connue, la faute avouée, quelle chance de revoir assez tôt son amant, de le revoir même. S'y prêterait-il, seulement? Il croit que j'ai trahi son secret, se disait-elle. Il ne m'estimera plus. Un de ces matins berniques, s'était écriée tout à l'heure la mère Malorty. Chose étrange. Pour la première fois, elle avait ressenti quelque angoisse, non pas à la pensée de l'abandon, mais de sa future solitude. La trahison ne lui faisait pas peur, elle n'y avait jamais rêvé. Cette petite vie bourgeoise, respectable, l'honnête maison de briques, la brasserie bien achalandée avec le moteur à gaz pauvre, la bonne conduite qui porte en elle sa récompense, les égards que se doit à soi-même une jeune personne, fille de commerçant notable. Oui, la perte de tous ces biens ensemble ne l'inquiétait pas une minute. Pour la voir en robe du dimanche, sagement peignée, pour entendre son rire vif et frais, le père Malorty ne doutait point que sa demoiselle fût accomplie. Élevée comme une reine, disait-il parfois, non sans fierté. Il disait encore « J'ai ma conscience, cela suffit ». Mais il ne confronta jamais que sa conscience et son grand livre. Le vent fraîchit. Au loin, les fenêtres à petits carreaux flambèrent une à une. L'allée sablée ne fut plus au dehors qu'une blancheur vague, et le ridicule petit jardin s'élargit et s'approfondit soudain sans mesure à la dimension de la nuit. Germaine s'éveilla de sa colère, comme d'un rêve. Elle sauta du lit, vint écouter à la porte, n'entendit plus rien que l'habituel ronflement du brasseur et le solennel tic-tac de l'horloge. Revint vers la fenêtre ouverte, fit 10 fois le tour de sa cage étroite, sans bruit, souple et furtive, pareil à un jeune loup. Et quoi? Minuit déjà. Un profond silence. C'est déjà le péril et l'aventure, à beau risque. Les grandes âmes s'y déploient comme des ailes. Tout dort. Nul piège. Libre, dit-elle tout à coup, de cette voix basse et rauque que son amant n'ignorait pas, avec un gémissement de plaisir. Elle était libre, en effet. Libre, libre, répétait-elle, avec une certitude grandissante. Et certes, elle n'aurait su dire qui le faisait libre, ni quelle chaîne était tombée. Elle s'épanouissait seulement dans le silence complice. Une fois de plus, un jeune animal féminin, au seuil d'une belle nuit, essaie timidement, puis avec ivresse, ses muscles adultes, ses dents
et ses griffes. Elle quittait donc tout le passé, comme le gîte d'un jour. Elle ouvrit sa porte, à tâtons, descendit l'escalier, marche à marche, fit grincer la clé dans la serrure, et reçut en plein visage l'air du dehors, qui jamais ne lui parut aussi léger. Le jardin glissa comme une ombre. La grille dépassée, la route et le premier détour de la route. Elle ne respira qu'au-delà, laissant le village derrière elle, dans les arbres, compact, obscur. Elle s'assit sur le talus, toute frémissante encore du plaisir de la découverte. Le chemin qu'elle avait fait lui parut immense. La nuit devant elle s'ouvrait comme un asile et comme une proie. Elle ne formait aucun projet. Elle sentait dans sa tête un vide délicieux. « Hors d'ici, va-t'en », disait tout à l'heure le père Malorty. Quoi de plus simple? Elle était partie. Chapitre 3. « C'est moi, dit-elle. » Il se leva d'un bond, stupéfait. Un cri de tendresse, un mot de reproche eût sans doute fait éclater sa colère. Mais il la vit toute droite et toute simple sur le seuil de la porte, en apparence à peine émue. Derrière elle, sur le gravier, remuait son ombre légère, et il reconnut tout de suite le regard sérieux, imperturbable qu'il aimait tant, et cette autre petite lueur aussi insaisissable au fond des prunelles pailletées. Ils se reconnurent tous les deux. Après la visite du papa, la foudre suspendue sur ma tête, à 1h du matin chez moi, tu mériterais d'être battu. Dieu, que je suis fatiguée, fit-elle. Il y a une ornière dans l'avenue, je suis tombée 2 fois dedans, je suis mouillée jusqu'aux genoux. Donne-moi à boire, veux-tu? Jusqu'alors, une parfaite intimité, et même quelque chose de plus, n'avait rien changé au ton habituel de leur conversation. Monsieur, disait-elle encore, et parfois monsieur le marquis. Mais cette nuit, elle le tutoyait pour la première fois. « On ne peut pas nier, s'écria-t-il joyeusement. Tu as de l'audace. » Elle prit gravement le verre tendu et s'efforça de le porter à sa bouche sans trembler. Mais ses petites dents grincèrent sur le cristal et ses paupières battirent sans pouvoir retenir une larme qui glissa jusqu'au menton. « Ouf, conclut-elle. Tu vois, j'ai la gorge serrée d'avoir pleuré. J'ai pleuré 2 heures sur mon lit. J'étais folle. Ils auraient fini par me tuer, tu sais. Ah oui, de jolis parents, j'ai là. Ils ne me reverront jamais. » « Jamais ?» s'écria-t-il. Enfin, ne dis pas de bêtises. Mouchette, c'était son nom d'amitié. On ne laisse pas les filles courir à travers les champs comme un perdreau de la Saint-Jean. Le premier garde venu te rapportera dans sa gibecière. Pensez-vous, dit-elle. J'ai de l'argent. Qu'est-ce qui m'empêche de prendre le train demain pour Paris, par exemple? Ma grand-tante Aiglé habite Montrouge, une belle maison avec une épicerie. Je travaillerai. Je serai très heureuse. Petite sotte, es-tu majeure, oui ou non? Ça viendra, répondit-elle, imperturbable. Il n'est que d'attendre. Elle détourna les yeux un moment, puis, levant sur le marquis un regard tranquille. Gardez-moi, fit-elle. Te garder, par exemple, s'écria-t-il en marchant de long en large pour mieux cacher son embarras. Te garder? Tu ne doutes de rien. Où te garder? Crois-tu que je dispose ici d'une oubliette à jolie fille? On ne voit que ça dans les romans, finaude. Avant demain soir, ils nous seront tombés sur le dos, tous, ton père, avec les gendarmes, la moitié du village, fourche en main, jusqu'au député Galet, médecin du diable, ce grand dépendeur d'andouille. Elle éclata de rire, en battant des mains. Puis s'arrêtant brusquement, tout à coup sérieuse, elle remarqua d'une voix douce. « Ah oui, monsieur Galet? Je devais aller le trouver demain avec papa. Une idée à lui. » Une idée à lui? Une idée à lui, comme elle dit ça. Je l'ai répété 100 fois, Mouchette. Je ne suis pas un méchant homme, je sais mon tort. Mais nom d'un chien, je n'ai plus le sou. En vendant ici jusqu'à la dernière barrique, il me restera de quoi ne pas crever de faim, une misère. J'ai des parents riches, oui, ma tante Arnoux, d'abord, mais solide, à 70 ans, comme un fond de basane, riche comme une pierre à fusil, une femme à m'enterrer.
J'ai déjà trop d'aventures. Il faut jouer serré cette fois, Mouchette, et d'abord gagner du temps. Oh, fit-elle, que c'est joli. Dieu, que c'est joli. Elle lui tournait le dos, caressant des deux mains une petite commode Louis XV de laque à pagode, ornée de bronze doré. Du bout des doigts, elle traçait des signes mystérieux dans la poussière, sur le marbre de brèche violette. « Laisse la commode tranquille, dit-il. De ces vieilleries-là, j'ai le grenier plein. Tu pourrais peut-être me faire l'honneur de me répondre. » Répondre quoi? Et elle le regardait en face, du même regard paisible. « Répondre quoi ?» commença-t-il. Mais il ne put s'empêcher de détourner les yeux. « Ne plaisantons pas, ma fille, et mettons les points sur les i. D'ailleurs, je ne veux pas me fâcher. Tu dois comprendre que nous sommes intéressés tous les deux à laisser passer l'orage. Puis-je te conduire demain à la mairie, oui ou non? Alors, tu ne prétends pas, j'imagine, rester à la barbe du papa. Ma foi, nous en verrions de belles. Oh, il est 1h30, conclut-il en tirant sa montre. Je m'en vais atteler Bob et te mener grand train jusqu'au chemin des gardes. Tu seras rentré chez toi avant le jour, ni vu ni connu. Et tu opposeras demain à Malorty un front d'airain. Quand le moment sera venu, nous aviserons. C'est promis. Allez, oust. Oh, non, fit-elle. Non. Je ne retournerai pas à campagne ce soir. Où coucheras-tu, tête de bois? Ici, sur la route, n'importe où. Qu'est-ce que ça me fait? Cette fois, il perdit patience et commença de jurer à tort et à travers mes vêtements. Ainsi, la tarasque grogne et grince au bout de la laisse de mousse. Em un prim seden de mupo, lemburgino la douce que bruppo. Je suis bien bon d'espérer convaincre une entêtée. Va donc, si tu veux coucher avec les alouettes. C'est ma faute, après tout. J'aurais pu faire mieux, mais il fallait me laisser le temps. 1 mois de plus, la vieille boîte était vendue, j'étais libre. Aujourd'hui, ton père tombe chez moi comme une bombe et me menace du gendarme. Bref, un scandale de 1000 diables. Demain, j'aurai tout le canton sur les bras. Il ne faut que cette vieille chouette pour rassembler 100 corbeaux. Et pourquoi? À qui la faute? Parce qu'une petite fille qui fait aujourd'hui l'entêtée a pris peur et nous a livrés pieds et poings liés, advienne que pourra. On a tout dit à papa, comme à confesse. Et puis débrouille-toi, mon ami. Je te reproche rien, ma belle. Mais enfin, tout de même... Allons, ne pleure pas, ne pleure pas. Elle appuyait son front sur la vitre et pleurait sans bruit. Et croyant l'avoir convaincue, il lui semblait déjà moins difficile de s'apitoyer et de la plaindre. Car il est naturel à l'homme de haïr sa propre souffrance dans la souffrance d'autrui. Il essaya de tourner vers lui la petite tête obstinée. Il pressait des 2 mains la nuque blonde. « Pourquoi pleures-tu » Je ne pensais pas un mot de ce que je disais. Après tout, je vois ça d'ici. Le papa Malorty et son grand air de conseiller général, un jour de comice. « Répondez-moi, malheureuse, dites la vérité à votre père !» Il aurait fini par te battre. Il ne t'a pas battu, au moins. « Oh, non, dit-elle entre 2 sanglots. Mais lève donc le nez, Mouchette, c'est une affaire enterrée. »« Il ne sait rien du tout, s'écria-t-elle en fermant les poings. Je n'ai rien dit. »« Par exemple, fit-il. » Certes, il ne comprenait pas grand-chose à cette explosion de l'orgueil blessé. Mais il voyait avec plus d'étonnement encore se dresser devant lui une Germaine inconnue, les yeux mauvais, le front barré d'un pli de colère virile, et la lèvre supérieure un peu retroussée, laissant voir toutes ses dents blanches. « Allons, conclut-il. Tu devais le dire plus tôt. »« Vous ne m'auriez pas cru, répondit-elle, après un silence, la voix encore frémissante, mais le regard déjà clair et froid. Il la regardait, non sans méfiance. Ce caprice, cette humeur vive et hardie, ces discours aussi brusques que le crochet d'un lièvre lui étaient devenus familiers. Mais dans l'ardeur de la poursuite, il n'y avait vu bonnement, jusqu'alors, que les menues défenses d'une jolie fille rusée qu'un dernier scrupule entretient dans cette illusion d'être encore libre au moment qu'elle ne se refuse plus. La robuste maturité inspire aisément une confiance aveugle, et l'expérience la plus cynique est plus près qu'on ne pense, en amour, d'une naïveté presque candide. La souris va et vient devant le chat, disait-il parfois, mais elle est bientôt rattrapée. Il ne doutait pas de l'avoir en effet rattrapée.
Que d'amants prennent ainsi entre leurs bras une étrangère, la parfaite et souple ennemie. Un moment même, le bonhomme tout simple et tout net eut pour la première fois le pressentiment d'un danger proche, inexplicable. La grande salle en désordre, pleine de meubles entassés, descendus récemment des combles où ils achevaient de pourrir, lui parut tout à coup démesurée, vide. Et il ouvrit les yeux pour apercevoir, hors du cercle de la lampe, la fine silhouette immobile, l'unique et silencieuse présence, puis éclata d'un rire heureux. Alors, cette parole d'honneur du papa Malorty, une blague? Quelle parole? Demanda-t-elle. Rien, une plaisanterie pour moi seul. Retourne-toi seulement et ferme la fenêtre. Derrière elle, la porte en effet s'était brusquement ouverte, mais sans bruit. Une petite bise au goût de sel, venue de la haute mer, mais chargée en passant de toute la buée fade des étangs, fit voler jusqu'au plafond les feuillets épars sur une table, et tira du verre de la lampe une longue flamme rouge qui retombe en suie. Le vent fraîchissait encore. D'une seule voix, d'un bout du parc à l'autre, les sapins réveillés mugirent. Elle tourna la clé dans la serrure et revint, maussade. « Approche-toi, voyons, » fit Cadignan. Mais s'écartant de 2 pas encore, elle mit par un détour adroit la table entre elle et son amant, puis s'assit au bord d'une chaise, en petite fille. « Allons-nous passer la nuit comme ça, Mouchette ? Fille !» La boudeuse, s'écria-t-il avec un rire forcé. Il prenait sans doute aisément son parti d'un entêtement dont il savait bien qu'il ne serait pas maître. Mais plus que le désir d'une caresse dont il était là, la pensée d'un risque à courir gonflait son cœur. Demain viendra bien assez vite, songeait-il avec une espèce de joie, car le repos est bon, mais plus délicieux encore un court répit. D'ailleurs, il était à cet âge où le tête-à-tête féminin devient intolérable. « Un moment, veux-tu » dit froidement Mouchette sans lever les yeux. Il ne voyait d'elle que son front poli, obstinément baissé, mais la petite voix aigre retentissait drôlement dans le silence. « Je te donne 5 minutes, s'écria-t-il plaisamment, pour cacher son trouble, car cette froide impertinence avait déconcerté sa belle humeur. Ainsi, le chien cordial et pâteau reçoit sur le nez une griffe alerte. « Tu ne me crois pas ?» reprit-elle après avoir longuement médité, comme si elle donnait cette conclusion à un monologue intérieur. « Je ne te crois pas. »« Ne cherche pas à me tromper, va. J'ai bien réfléchi depuis 8 jours. Mais depuis un quart d'heure, il me semble que je comprends tout. La vie, quoi. Tu peux rire. D'abord, je ne me connaissais pas du tout moi-même. Moi, Germaine. On est joyeux, sans savoir, d'un rien, d'un beau soleil, des bêtises, mais enfin tellement joyeux, d'une telle joie à vous étouffer, qu'on sent bien qu'on désire autre chose en secret. Mais quoi? Et toutefois, déjà nécessaire. Ah, sans elle, le reste n'est rien. Je n'étais pas si bête que de te croire fidèle, penses-tu? Filles et garçons, nous n'avons pas nos yeux dans nos poches, on apprend plus au long des haies qu'au catéchisme du curé. Nous disions de toi, « Oh, ma chère, les plus belles, il les a !» Je pensais, pourquoi pas moi? C'est bien mon tour. Et de voir à présent que les gros yeux de papa t'ont fait peur. Oh, je te déteste. Ma parole, elle est alliée, s'écria Cadignan, stupéfait. Tu n'as pas un grain de bon sens, Mouchette, avec tes phrases de roman. Il bourra lentement sa pipe, l'alluma et dit « Procédons par ordre. » Quel ordre? Combien d'autres avant lui nourrirent cette illusion de prendre en défaut une jolie fille de 16 ans, toute armée? 20 fois vous l'aurez cru piper au plus grossier mensonge, qu'elle ne vous aura pas même entendu. Seulement attentive aux 1000 riens que nous dédaignons, au regard qu'il évite, à telle parole inachevée, à l'accent de votre voix, cette voix de mieux en mieux connue, possédée. Patiente à s'instruire, faussement docile, s'assimilant peu à peu l'expérience dont vous êtes si fier, moins par une lente industrie que par instinct souverain, tout en éclair et illumination soudaine, plus habile à deviner qu'à comprendre, et jamais satisfaite qu'elle n'ait appris à nuire à son tour. Procédons par ordre. Que me reproches-tu?
T'ai-je jamais caché que dans ma vieille bicoque à poivrière, je n'étais pas moins gueux qu'un croquant? Pouvons-nous tenir le coup, oui ou non? Qu'on ferme les yeux sur les embêtements futurs, rien de mieux. Et dans l'amourette, le chanteur n'est pas le dernier à se prendre à sa chanson. Mais promettre ce qu'on sait bien ne pouvoir tenir, c'est vraiment du prix de goujat. Vois-tu la tête du curé et celle de son grand diable de vicaire si nous nous présentions dimanche à la messe, la main dans la main? Mon moulin de Brimeux vendu, les dettes payées, il me restera bien 1500 louis, non d'une pipe. Voilà du solide. Concluons. 1500 louis, 2 tiers pour moi, le dernier pour toi. C'est dit. Topons là. Oh là là, oh là là, fit-elle en riant, mais les yeux pleins de larmes. Quel sermon! Il rougit de désappointement et fixa sur l'étrange fille, à travers la fumée de sa pipe, un regard où la colère pointait déjà, mais elle le soutint bravement. Vous pouvez les garder, vos 500 louis. Ils vous font plus besoin qu'à moi. Et certes, elle eût été bien embarrassée de justifier son singulier plaisir et de donner un nom à tous les sentiments confus qui gonflaient son cœur intrépide. Mais à cet instant, elle ne désira rien de plus que d'humilier son amant dans sa pauvreté et le tenir à sa merci. Avoir, 1 heure plus tôt, franchi la nuit d'un trait vers l'aventure, défier le jugement du monde entier pour trouver au but, au rage, un rustre, un autre papa-lapin. Sa déception fut si forte, son mépris si prompt et si décisif, qu'en vérité les événements qui vont suivre étaient déjà comme écrits en elle. Hasard, dit-on, mais le hasard nous ressemble. Qu'un niais s'étonne du brusque essor d'une volonté longtemps contenue, et qu'une dissimulation nécessaire, à peine consciente, a déjà marqué de cruauté, revanche ineffable du faible, éternelle surprise du fort, et piège toujours tendu. Tel s'applique à suivre pas à pas dans son capricieux détour la passion plus forte et plus insaisissable que l'éclair, qui se flatte d'être un observateur attentif et ne connaît d'autrui dans son miroir que sa pauvre grimace solitaire. Les sentiments les plus simples naissent et croisent dans une nuit jamais pénétrée, s'y confondent ou s'y repoussent selon de secrètes affinités, pareilles à des nuages électriques, et nous ne saisissons à la surface des ténèbres que les brèves lueurs de l'orage inaccessible. C'est pourquoi les meilleures hypothèses psychologiques permettent peut-être de reconstituer le passé, mais non point de prédire l'avenir. Et, pareil à beaucoup d'autres, elles dissimulent seulement à nos yeux un mystère dont l'idée seule accable l'esprit. Après un dernier effort, la brise essoufflée s'était tue. Les bosquets de lauriers qui faisaient à la vieille maison une triple ceinture s'étaient depuis longtemps rendormis, qu'au fond du parc les puissants arbres au feuillage noir, les pins de 60 pieds, frémissaient encore de la cime, en grondant, comme des ours. La lumière de la lampe brillait plus fort, tiède, familiale, au bout de la table de noyer, avec un grésillement monotone, et si près de la nuit. Vu dans les vitres d'un noir opaque, l'air tiède et un peu lourd semblait doux à respirer. « Tiens, rage si tu veux, mouchette, » dit tranquillement le marquis. « Tu ne me mettras pas en colère ce soir, parole d'honneur. C'est plaisir de te voir si dedans. » Il tassa les cendres de sa pipe d'un doigt minutieux et reprit, mi-sérieux, mi-plaisant. « On peut refuser 500 louis, mignonne. Mais on ne crache pas dans la main d'un pauvre diable qui offre loyalement le fond de sa bourse. De toi à moi, ce bout d'explication suffit. La misère ne me fait pas honte. Petite. » Au dernier mot, Germaine rougit. « Je n'en ai pas honte non plus, fit-elle. Ai-je jamais rien demandé d'abord? Non pas, mouchette, mais Malorty, ton père. » Il s'arrêta net, ayant parlé sans malice, en voyant trembler la bouche de sa maîtresse et le cou précieux, gonflé d'un sanglot d'enfant. « Eh bien quoi? Malorty, qu'est-ce que cela me fait à la fin? C'est trop fort. Il est faux que je t'ai dénoncé, c'est un mensonge. Ah, quand hier soir, devant moi, il a osé dire, j'étais folle de rage, tiens. Je me serais enfoncé mes ciseaux dans la gorge, je me serais égorgé, devant lui, exprès, sur la nappe.
Vous ne me connaissez pas tous les deux. Va, les malheurs ne font que commencer. Elle tâchait d'enfler sa voix frêle, frappant du poing sur la table, à petits coups secs et répétés, un peu risible dans sa colère, avec ce rien d'emphase dont les plus sincères des femmes s'étourdissent avant d'oser prendre parti. Cadignan, sans l'interrompre, l'admirait, au contraire pour la première fois. Un autre sentiment que le désir, une espèce de sympathie paternelle jamais éprouvée jusqu'alors, l'inclinait vers l'enfant révolté, plus âpre et plus fier que lui, son compagnon féminin, quoi. Peut-être un jour... Il la regardait bien en face et sourit. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.